À la une de l'actualité, fin hier des travaux de la 28e session de l'EID, espace d'interpellation démocratique, plusieurs recommandations ont été faites par le jury d'honneur dans l'arrêt immédiat de l'orpaillage illégal dans une localité de Kéniéba et le paiement des arriérés de salaire de 83 mois à un collectif. 20e Assemblée générale du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes du Mali, le plan d'action de l'organisation pour les années à venir était à l'ordre du jour. COP16 à Riyad en Arabie Saoudite, la délégation malienne a eu plusieurs rencontres pour défendre les enjeux de restauration des terres au Sahel. Bienvenue dans la grande édition de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et comme tous les mercredis, le Conseil des ministres est tenu au palais de Koulouba ce matin sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et il nous a rejoint sur ce plateau, comme tous les mercredis également, Ibrahima Djambélé pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Et comme tous les mercredis, avec le même plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. C'est le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture de la session ordinaire du Conseil national de transition, ouverte le 7 octobre 2024, et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril 2025. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme, notamment la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux, le régime électoral. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le taux de la contribution de l'opérateur postal au fonds du service postal universel. B. Un projet de décret déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds du service postal universel. La loi numéro 2017-016 du 12 juin 2017 modifiée portant réglementation du secteur postal a été adoptée pour mieux définir les fonctions de réglementation et de régulation du secteur postal. Cette loi, qui s'applique aux différentes activités relatives aux services postaux effectués sur le territoire national par tout opérateur postal, définit les domaines exclusifs de l'opérateur postal public, les règles de concurrence et les conditions requises pour la prestation du service universel. Pour assurer le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel, la loi portant réglementation du secteur postal crée un fonds du service postal universel dont le financement est assuré par les subventions versées par l'État malien et par les contributions versées par les opérateurs du secteur postal. La loi relative au secteur postal prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds, ainsi que la contribution des opérateurs de services postaux titulaires de licence globale ou de licence simple. Les projets de décret adoptés fixent la contribution de l'opérateur postal à 3% de son chiffre d'affaires annuel hors taxe et déterminent la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds du service postal universel. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.scgg-mali.ml, également dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la reprise des travaux du cadre de concertation nationale entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les partis politiques et les organisations de la société civile.
Le cadre de concertation nationale est un outil permettant au gouvernement d'assurer l'inclusivité dans toutes les réformes politiques et institutionnelles. Il a permis de tenir plusieurs rencontres au courant 2022 et 2023 autour du chronogramme de la transition et des réformes politiques et institutionnelles. Suite à la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a reçu du président de la transition, chef de l'État, lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2024, une lettre de cadrage comportant 8 domaines prioritaires parmi lesquels figurent les réformes politiques et institutionnelles, l'apaisement du climat social et la création des conditions en vue d'organiser des élections transparentes et apaisés qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a convié les présidents et responsables des partis politiques et des organisations de la société civile, respectivement les 5 et 6 décembre 2024, au Centre de formation des collectivités territoriales. L'ordre du jour portait sur la prise de contact avec les acteurs concernés, la présentation du point d'étape de la révision des listes électorales de 2024, la présentation du point des réformes politiques et institutionnelles. Ces rencontres ont enregistré la participation de 199 présidents et responsables de partis politiques et 59 responsables ou représentants des organisations de la société civile. Les rencontres ont permis au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de rassurer les participants de la volonté et de l'engagement du gouvernement à travailler avec tous les acteurs concernés afin d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Concernant la révision annuelle des listes électorales, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a évoqué les difficultés qui ont influencé négativement son déroulement, notamment les inondations et la faible affluence. Après ce constat partagé par plusieurs participants aux échanges, il a proposé au Conseil des ministres de proroger la révision annuelle des listes électorales de 2 mois, c'est-à-dire jusqu'en février 2025. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres du lancement du Café des Droits de l'Homme, première édition. Les droits de l'homme occupent une place de choix dans la Constitution du 22 juillet 2023, dont les 22 premiers articles leur sont consacrés. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des droits de l'homme, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers la Direction nationale des droits de l'homme, envisage le lancement d'un cadre novateur d'échange interactif baptisé Café des droits de l'homme. Les causeries, débats du Café des droits de l'homme visent de façon générale à améliorer la compréhension des droits humains par la population en abordant des thématiques essentielles telles que les droits des femmes, la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage, la promotion des droits des enfants et la lutte contre l'impunité. La première édition prévue pour le 11 décembre 2024 sera animée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, sous le thème « L'impact de la corruption sur les droits de l'homme ». B. De la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2024. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a déclaré le 9 décembre Journée internationale de la lutte contre la corruption pour sensibiliser au problème de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention des Nations unies signée le 9 décembre 2003 dans la prévention et la lutte contre la corruption au Mali. Il est institué par le décret numéro 10-624 PRM du 26 novembre 2010, une semaine nationale de lutte contre la corruption en vue d'informer l'opinion publique sur les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière et de contribuer par la sensibilisation sur le phénomène en vue de restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Le thème de cette année s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a adressé un message à la population sur les efforts et actions menées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption le 8 décembre 2024. La cérémonie de lancement des activités de la Semaine nationale a eu lieu le 9 décembre 2024. Dans ce cadre, des activités d'information et de sensibilisation seront organisées
par les acteurs étatiques et non étatiques. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la pose de la première pierre de la construction du bloc technique et de la tour de contrôle de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou le 19 décembre 2024. Lors de la 73e session du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, tenue le 26 juin 2024 à Ouagadougou, il a été décidé de réaliser les travaux de construction du bloc technique et de la tour de contrôle de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou en 2025. Ce projet, d'un coût de 4 459 525 040 francs CFA, sera réalisé sur une période de 30 mois. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des activités d'intérêt communautaire des membres du gouvernement. Les activités d'intérêt communautaire des membres du gouvernement visent à rapprocher davantage les membres du gouvernement des populations et à renforcer la cohésion entre gouvernants et gouvernés. Organisé en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les activités d'intérêt communautaire porteront sur les actions suivantes: la réalisation d'un bosquet du gouvernement, la pose des premières pierres des espaces et sites communautaires, la tenue de rencontres citoyennes dans les universités, écoles et marchés, l'assainissement des lieux et sites communautaires, la tenue de séances de lecture dans les écoles publiques et orphelinats, l'organisation des journées de partage de repas. Au fin d'une implication de tous les membres du gouvernement, une fois par mois, des groupes sont constitués autour des différentes activités d'intérêt communautaire en vue d'amener chaque membre du gouvernement à participer individuellement aux activités projetées et à promouvoir l'éveil de conscience pour l'édification du Malikoura. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Ce sera tout, Kadita Toukone, pour ce soir. Bonjour des journaux. Merci bien, Ibrahima Diombele. Suite donc de ce journal. Et idée, on en parle également ce soir. Les travaux de la 28e session ont pris fin hier dans la soirée. Je le disais dans les titres, des travaux sanctionnés par plusieurs recommandations et nous pouvons retenir le paiement des arriérés de salaire de 83 mois à un collectif, le paiement d'une entreprise relative à la réception d'un ouvrage et des arriérés et l'arrêt immédiat de l'orpaillage illégal dans une localité du cercle de Kenyeba. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Pour cette 28e session de l'espace d'interpellation démocratique et idées, 554 dossiers étaient adressés au médiateur de la République. Au terme de la session, près d'une trentaine de dossiers ont fait l'objet de recommandations par les membres du jury. Parmi ces dossiers, les litiges fonciers occupent la première marche du podium. Dossier numéro 231. Objet: litige foncier dans la commune 4 du district de Bamako. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République de notifier la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'interpellatrice. Recommande également au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de veiller au respect de l'engagement pris. Dossier numéro 240. Objet: litige foncier dans le village de Pombala, dans le cercle de Koulikoro. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République d'informer les interpellateurs de la réponse du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et leur notifier que l'interpellation est sans objet. Aux côtés des affaires foncières, celles relatives au paiement des arriérés de salaire et autres impayés. Dossier numéro 43. Objet: demande de paiement d'arriérés de salaire de 83 mois et autres avantages. Le jury d'honneur recommande au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de veiller au suivi des engagements de paiement pris par les autorités communales du cercle de Ténékou. Dossier numéro 226. Objet:
réclamation d'arriérés de salaire. Le jury d'honneur recommande à Madame le médiateur de la République de clore le dossier pour incapacité de l'interpellateur de fournir des pièces justificatives demandées. Dossier numéro 532, réclamation des impayés de marché exécutés à Kidal. Le jury d'honneur recommande au ministre de la Refondation de l'État de faire procéder à la réception définitive de l'ouvrage et au paiement du reliquat de la créance. Autre recommandation non les moindres, il s'agit de certaines situations dans les zones d'orpaillage, en l'occurrence la localité de Kenyeba. Dossier numéro 184. Objet. Demande d'intervention urgente concernant l'exploitation illégale de l'or dans le cercle de Kenyeba. Le jury d'honneur recommande au ministre de l'Environnement de recenser et d'identifier les cas litigieux et de prendre au besoin des mesures de suspension pour assainir le secteur. Cette édition 2024 a aussi été marquée par des motions de remerciements et de félicitations. D'abord à l'endroit du président de la transition pour avoir accepté la tenue de ce forum citoyen. Ensuite au peuple malien pour sa résilience, surtout dans un contexte marqué par la situation politico-sécuritaire que traverse notre pays. Et lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre, chef de gouvernement, a déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers. La synthèse du discours de clôture du Premier ministre avec Mamari Koné et Alou Touré. Espace d'interpellation démocratique et idée, un signe de vitalité de la démocratie malienne. En cette journée du 10 décembre, journée des droits de l'homme, le gouvernement s'est soumis à un exercice démocratique, à savoir répondre aux interpellations des citoyens sur leurs préoccupations. Les interpellations ont porté sur les litiges fonciers et domaniaux, les demandes de paiement des droits, les difficultés liées à l'exécution des décisions de justice, entre autres. Le gouvernement entend ainsi contribuer à la consolidation de l'état des droits, à la promotion de la bonne gouvernance et à la protection des droits humains. Le gouvernement a relevé avec attention une hausse des demandes de paiement des droits lors de cette session. Ce forum qui nous réunit annuellement en cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. L'idée demeure donc un espace de dialogue démocratique fécond entre gouvernants et gouvernés, comme en témoignent les succès obtenus d'année en année. Je constate avec satisfaction que cette 28e session a enregistré des dossiers d'interpellation des régions de Kidal et de Ménaka. Ceci démontre, si besoin en était, cette médiation de proximité privilégiée par le médiateur de la République, ainsi que la bonne collaboration et le partenariat dynamique entretenu avec tous les acteurs impliqués dans les préparatifs et la tenue de l'EID. Le gouvernement apprécie à leur juste valeur les efforts louables déployés à cet effet par le médiateur de la République, Madame Sanogo Aminata Malé, que je vous prie d'applaudir. En outre, je voudrais saluer la proactivité des départements ministériels interpellés dans le cadre du suivi des dossiers et au cours des travaux de la commission préparatoire de la présente session. Le Premier ministre a donné l'assurance que les engagements pris et les recommandations de cette 28e édition de l'EID seront traités avec diligence dans les limites des possibilités de l'État. À l'évidence, nos concitoyens deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des gouvernants. À cet effet, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers et qui s'acquitte de ses missions avec professionnalisme, dans le respect des principes d'une gouvernance vertueuse et exemplaire. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique d'une part et de rétablir la confiance entre l'État et la population d'autre part, par l'instauration irréversible d'une culture de bonne gouvernance. C'est dans cette dynamique que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs dans le cadre de la refondation de l'État, sachant que toutes ces réformes ne peuvent prospérer que dans un climat de paix et de sécurité auquel aspire fortement notre peuple
il me plaît de rendre ici un vibrant hommage au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité pour les succès enregistrés dans ce domaine. Après avoir salué la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire, le chef du gouvernement a exprimé sa compassion à l'endroit des victimes des dernières inondations qui ont endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux sinistrés. Les regards sont à présent tournés vers la 29e édition. La réponse aux préoccupations, voire aux interpellations faites par les plaignants constitue l'un des temps forts de cette session. À toutes ces interpellations, les membres du gouvernement ont apporté des précisions. Aldumatina et Tchadje Kamara. Ils étaient plusieurs membres du gouvernement à se présenter devant l'auguste assemblée de la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique pour apporter des réponses aux différentes préoccupations des interpellateurs. Ayant intervenu au nom du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, a fait le point des 12 dossiers d'interpellation reçus par le département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des interpellations liées au foncier et au paiement des droits, salaires et indemnités. Après examen, il ressort que certaines interpellations sont fondées. Nous nous rendons compte que Mme Yatassay a effectivement raison et que sa réclamation est fondée. Et par conséquent, les dispositions qui ont été prises déjà consistent à lui trouver la parcelle de substitution. La réponse que nous réservons à cette interpellation de M. Sidibé, mes services reconnaissent le bien fondé de son interpellation. En conséquence, le président de la délégation spéciale de la commune 4 sera instruit d'inscrire le nom de M. Sidibé dans la base de données des demandes de compensation des parcelles et nous y veillerons jusqu'à ce que M. Sidibé soit rétabli dans ses droits. Le département en charge de la justice, lui, a été interpellé sur 20 dossiers, dont 19 suites à donner. À cet effet, le ministre Kassogué rassure que toutes les dispositions sont prises par les autorités compétentes pour les dossiers concernant les suites à donner. Toutefois, il est revenu sur le dossier numéro 177, retenu pour être lu, dont l'interpellation porte sur une réclamation des droits et intérêts. Après l'examen du dossier par les services techniques, il a été établi que l'autorité des choses jugées évoquée ne peut pas prospérer, en ce sens qu'il s'agit de deux cas juridiquement différents. Nous n'avons aucun élément dans les dossiers qui montre que cela a été fait. Donc, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous estimons que dans ces dossiers-là, il n'y a pas autorité de la chose jugée, il n'y a pas identité de la cause, si bien que l'interpellation ne peut pas prospérer. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, lui, a donné une réponse commune à l'interpellation numéro 549, adressée également au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une interpellation qui soulève des difficultés d'accès des Maliens établis à l'extérieur aux documents administratifs, à l'insuffisance des moyens humains et matériels, des missions diplomatiques et consulaires. Il s'agit notamment des passeports, des cartes ou fiches NINA, des cartes d'identité biométrique. Pour les 10 documents, les services consulaires et diplomatiques sont des relais afin de faciliter leur accession à nos compatriotes établis à l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères, qui a été interpellé au même titre que moi, a plutôt un rôle de coordination auprès des départements techniques concernés, notamment le ministère des Maliens établis à l'extérieur, le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration territoriale. Nous sommes conscients des difficultés que nos compatriotes vivent à l'étranger, mais notre volonté à apporter des réponses idoines est sans équivoque. D'autres éclairages ont été apportés par plusieurs autres membres du gouvernement, comme le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, des mines, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'environnement, en passant par le ministre de l'Industrie et du Commerce. La décision de la dissolution et le licenciement de l'ensemble des travailleurs de l'association est intervenue le 2 avril 1991, donc postérieur
à la requête de M. Konaté, qui était de 1988 et qui était relatif à une note de service. Donc si administrativement nous comparons une décision prise par un ministre par rapport à une note de service d'un directeur, nous voyons véritablement que c'est la décision de dissolution. Instrument de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens, l'EID qui est à sa 28e session cette année témoigne la vitalité de la démocratie malienne. Lors de ces rendez-vous, les membres du gouvernement ont profité de l'occasion pour visiter les stands comportant les objets et articles fabriqués par les détenus qui sont incarcérés dans les différentes prisons du pays. Parlons toute autre chose à présent. Atelier de sensibilisation des acteurs de la chaîne pénale au mécanisme de recouvrement des avoirs criminels. Il vise à outiller les acteurs de la chaîne pénale en matière de recouvrement des avoirs criminels. Le reportage de Nahum Sissoko. L'Argasc, agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, est un établissement public à caractère administratif. La structure s'occupe des avoirs saisis ou confisqués dans le cadre des procédures pénales relatives à la délinquance économique et financière. C'est pourquoi l'agence outille les acteurs de la chaîne pénale pour avoir une compréhension commune des mécanismes de recouvrement des avoirs criminels et renforcer la collaboration entre les différents maillons de la chaîne pénale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Les biens issus de cette forme de criminalité qui est la corruption et les infractions assimilées donc sont tantôt investis au Mali et tantôt à l'extérieur. C'est pour cela que nous avons bien voulu associer ces deux thèmes, recouvrement dans ces mécanismes et la coopération judiciaire internationale. Le recouvrement des avoirs criminels va bien au-delà de la récupération des ressources financières détournées. Il incarne une justice réparatrice, rétablit les droits de l'État et des victimes et renforce la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires. Cet atelier vise à mobiliser les acteurs de la chaîne pénale en faveur du recouvrement des avoirs criminels. De façon spécifique, il serait question de concrétiser le recouvrement des avoirs, renforcer la collaboration entre les différents acteurs, systématiser le recouvrement également des avoirs et faire en sorte que les investigations et le traitement judiciaire des dossiers soient mieux appréhendés. L'objectif de l'atelier est de favoriser l'intégration systématique des mécanismes de recouvrement dans les enquêtes et les procédures judiciaires, tout en tirant parti des outils de coopération internationale. Lancement aujourd'hui à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey de la deuxième phase du projet alternatif Redevable pour lutter contre l'extrémisme radical. Ce projet permettra de lutter efficacement contre la violence, le radicalisme et le terrorisme à travers une approche participative des religieux et des communautés des zones d'intervention du projet. Reportage Mamadou Fani. Think Peace, en partenariat avec le secrétariat permanent de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, unissent leurs forces pour lutter contre le radicalisme religieux. Après la première phase du projet Prévention alternatif pour lutter contre l'extrémisme radical par l'heure, la deuxième phase de ce projet a été lancée aujourd'hui pour renforcer les capacités des acteurs clés à travers des formations adaptées. Le projet parlé s'inscrit dans la recherche de solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent. À travers ces actions qui sont en droite ligne du document de politique nationale de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme et de son plan d'action 2022-2026, et outiller les acteurs et actrices locaux afin de prévenir et de réduire l'expansion de l'extrémisme violent au Mali à travers une nouvelle approche. Il s'agit de fournir à travers ce projet des outils de prévention aux leaders religieux et aux communautés. Ce projet par les deux vient en consolidation des acquis du projet par le 1 et en même temps de corriger certaines insuffisances peut-être qui peuvent résulter de ce projet afin que les communautés soient mieux sensibilisées et informées sur le fait. On ne finit jamais, tant qu'on est agressé, envahi, on ne finit jamais de sensibiliser nos communautés. La deuxième phase de ce projet, financé par le PNUD, cible les jeunes femmes des localités de Nara, Blas, Ségou, Koutiala et Yorosso.
Et le commissariat à la sécurité alimentaire a fait un don de 5 tonnes de riz aux déplacés internes de Sirakoro. Cette remise de vivres aux populations vulnérables entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État. Le point avec Abdul Karim Kaba. 6 tonnes de riz pour 91 ménages, c'est le don remis ce mercredi aux déplacés internes de Sirakoro. La mise en œuvre de cette aide est assurée par l'ONG Talit ou Aide, qui a identifié les bénéficiaires. Notre objectif est de promouvoir l'amélioration des conditions d'existence de la femme et sa participation à la gestion socio-communautaire. L'insertion sociale et professionnelle des femmes et des jeunes filles en situation difficile. La sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les conditions sanitaires des populations les plus vulnérables. Notre initiative est de contribuer à promouvoir l'accès à l'éducation, en particulier celle des filles. Cette énième remise du commissariat à la sécurité alimentaire précède plusieurs autres. Cela conformément à sa mission d'apporter une assistance alimentaire immédiate aux plus vulnérables. Le président a insisté pour qu'on soit mobilisé auprès de l'ensemble des Maliens, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes déplacés dans l'ensemble des régions du Mali. Et nous avons apporté l'assistance de l'État en premier lieu aux populations qui ont été touchées par ces inondations, mais aussi à toutes les populations qui sont en nécessité et qui ont besoin d'assistance de l'État et de ses partenaires. Le commissariat à la sécurité alimentaire va poursuivre ses activités, notamment vendredi avec la 9e édition de la vente à prix social, à travers ce mécanisme dit de la facilité alimentaire malienne qui se tient chaque mois dans les 6 communes du district de Bamako. Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes du Mali a tenu sa 20e assemblée générale. Au menu de la rencontre, l'examen du rapport d'activité au titre de l'année écoulée et du plan d'action de l'organisation pour les années à venir. Reportage Sokona Kamisoko. Le métier de sage-femme est une profession médicale, un accompagnant de la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Elle occupe dans le système de santé une place particulière. La profession se trouve confrontée à d'énormes difficultés, au nombre desquelles le manque de formation, le nombre élevé du taux de décès maternel et la mauvaise répartition des sages-femmes sur le territoire national. C'est pour faire face à ces préoccupations que se tiennent ces assises. Au Mali, selon l'EDS 6-2018, le taux de mortalité maternelle est estimé à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale est estimé à 33 pour 1000 naissances vivantes selon EDS 7. Le taux de mortalité infantile à 52 pour 1000 naissances vivantes selon EDS 7 aussi. Face à ces chiffres alarmants, nous trouvons nécessaire de faire face à ces problèmes en organisant un atelier de 3 jours des états généraux de notre profession pour trouver des solutions et lutter contre ces taux élevés de la mortalité maternelle et néonatale. L'initiative qui vise à améliorer la qualité des soins offerts aux patients a été possible grâce à l'appui de l'UNFPA et le projet Suède. Ces états généraux de la santé viennent à point nommé alors que le pays organise des états généraux de la santé. Et j'encourage que ces travaux puissent donner des recommandations clés stratégiques pour renseigner ces états généraux de la santé et pour corriger de manière innovante avec des stratégies qui répondent aux défis qui sont réels. Le gouvernement du Mali s'engage à améliorer les conditions de travail des sages-femmes et à accompagner toutes les initiatives innovantes de tous les partenaires qui contribuent à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. À la fin de cette rencontre de 3 jours, les participants venus de plusieurs régions et du district de Bamako formuleront des recommandations susceptibles d'améliorer la qualité du travail et des soins offerts à la population par les sages-femmes. La cérémonie de fin de formation de la 2e vague des recrues du contingent 2021 de génie militaire a eu lieu au 34e régiment du génie militaire. Ils sont au total à 258 personnels, dont 20 féminins, à suivre 3 mois de formation sur plusieurs modules, notamment les techniques de tir et l'exécution des fouilles opérationnelles. Commentaire Kassim Diallo.
La deuxième vague du contingent 2021 du génie militaire est requinquée à bloc, un pas de géant en matière de formation professionnelle. Il s'agit de l'entraînement physique militaire et sportif, du maniement des armes, des techniques de tir, de l'utilisation des explosifs, de l'exécution des fouilles opérationnelles, du civisme et de l'histoire militaire. Cette formation, structurée autour de 6 modules, a été conçue pour vous outiller à faire face aux défis croissants de notre environnement sécuritaire et géostratégique. Vous avez renforcé vos compétences militaires de base tout en acquérant des savoirs spécifiques au génie militaire indispensables pour remplir vos futures missions avec efficacité et professionnalisme. La formation reçue sera d'un apport déterminant en ce sens qu'elle contribuera à consolider les notions déjà apprises lors de la formation commune de base. Vous êtes désormais à la croisée des chemins entre l'ingénierie, la stratégie, l'opérationnel et la tactique. Vous serez les bâtisseurs des ponts qui unissent, les débrailleurs des chemins qui libèrent et parfois les démolisseurs des obstacles qui entravent la mission. Vous l'avez déjà sûrement deviné, construire, parfois détruire, toujours servir sera votre devise. Vous incarnez cette capacité unique de transformer l'environnement au service de la victoire. Au cours de ces 3 mois, vous avez appris bien plus que des techniques ou des procédures de combat. Cette formation technique est accompagnée de formations morales par l'encadrement qui a prodigué des conseils à ces passionnés du métier des armes. Aussi, les formateurs ont rappelé aux recrues le rôle combien important du génie militaire dans la conduite et dans la réussite des opérations militaires. 11e journée scientifique du Syndicat national des pharmaciens du Mali. Les échanges ont porté sur les généralités de certaines pathologies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on enregistre environ 300 millions d'asthmatiques dans le monde et des milliers de décès causés par cette maladie. C'est pourquoi le thème de cette rencontre est l'asthme et les allergies dans les pays en développement. Habibatou Dite Koyandiakité et Suleiman Diabaté nous donnent plus de précisions. La rencontre scientifique annuelle du Syndicat national des pharmaciens du Mali a réuni aux côtés de ses membres des pharmaciens venus de 6 autres pays d'Afrique autour du thème « L'asthme et les allergies dans les pays en développement ». Au programme de cette 11e journée, des conférences sous la conduite du professeur pneumologue Yacouba Toloba qui portent sur le diagnostic de l'asthme et des maladies respiratoires, l'éducation thérapeutique de ces maladies ou encore ces pathologies vues de la médecine traditionnelle. Le thème qui nous réunit ce matin donnera la chance de découvrir les actualités et les perspectives en pneumoallergologie à travers des communications scientifiques animées par des enseignants-chercheurs dont leur expertise dans ce domaine concerné n'est plus à démontrer. Selon les organisateurs, un syndicaliste est celui qui défend les droits des travailleurs. L'application du plan de carrière des cadres de la santé, la fluidité des paiements des factures au niveau de la CANAM et surtout, nous souhaitons que la CANAM reprend ses contrôles de droit, la création de l'agence de la pharmacie, du médicament et du laboratoire et la fluidité de l'importation des médicaments réactifs pour les grossistes, car les sessions d'AMM se tiennent difficilement pour des raisons d'ordre divers. Aider également l'ensemble, bien sûr, donc, de nos pays dans la lutte contre les MKIF, les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, qui malheureusement plombent de façon vraiment négative la santé de nos populations. Et troisièmement, c'est de contribuer à la création de l'Agence africaine du médicament. Des assurances leur sont données par la première responsable du département de la santé quant au soutien indéfectible des autorités de la transition. Depuis le mois de juin, à Sikasso, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avait parlé des états généraux de la santé. Et depuis là, nous sommes à pied d'œuvre pour essayer d'organiser ces assises-là. Et hier, tout près, on était à Tombouctou pour la clôture de la phase régionale. Ils nous ont lu 130 recommandations. On sait que les autres pôles vont amener aussi les recommandations et on leur a assuré là-bas, et j'en profite pour rassurer les pharmaciens, dire aussi
qu'aucune recommandation ne sera laissée de côté. La présentation des nouveaux professeurs pharmaciens agrégés du CAMES, la remise de tableaux d'honneur au colonel Assamba Diallo Touré et au professeur Toloba et des prestations d'artistes sont des temps forts de cette cérémonie. Le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme urbaine, rurale et l'épanouissement de l'enfant en situation difficile a financé 71 femmes entrepreneurs, 400 associations de femmes et 370 autres qui appuient les enfants. L'information a été donnée lors de sa 12e session de pilotage. Reportage Inaba. Au titre de l'exercice 2024, le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant en situation difficile a bénéficié auprès de l'État et de ses partenaires un montant de 300 millions de francs CFA pour appuyer financièrement les projets de femmes et enfants. La 12e session du comité de pilotage doit valider et adopter le rapport annuel du FAFE et formuler des recommandations afin de renforcer les capacités des femmes. Le FAFE, qui a 9 ans d'existence, est confronté à beaucoup de difficultés. Pour l'année 2025, nous prévoyons d'abord de renforcer le fonds qui se trouve au niveau de la BNDA. Aussi de recruter un cabinet d'expertise pour accompagner les femmes qui veulent bénéficier de ces fonds. Nous projetons aussi d'avoir un partenariat avec d'autres partenaires comme UNICEF et autres qui viendront combler le gap que l'État est en train de laisser par rapport aux enfants. Des milliers d'enfants sont dans les besoins. Nous avons des centaines de demandes d'associations ou d'ONG d'enfants à Bamako comme à Kidal, dans toutes les régions du Mali. Malgré les contraintes budgétaires, le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant a financé 400 associations de femmes et 370 autres qui appuient les enfants, soit 105 000 bénéficiaires directs, dont un tiers constituent les enfants. La structure a tissé des partenariats avec l'UNFPA, ONU Femmes, Qatar Charity et l'Union européenne. De nombreux défis restent à relever. Le chemin vers l'autonomisation complète de la femme est encore long. Nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre les inégalités persistantes, notamment en matière d'accès au financement, à l'emploi et aux ressources financières. Nos stratégies doivent également mieux prendre en compte les réalités des zones rurales où les femmes sont souvent laissées pour compte. Pour mémoire, le FAFE a été créé par la loi numéro 2012 du 23 janvier 2012 par le gouvernement du Mali. Depuis 2015, les organes d'opérationnalisation sont mis en place, le comité de pilotage et la cellule technique. Et cette signature de contrat de don relatif au financement d'un projet d'aménagement du site de teinture dans la commune 5 du district de Bamako, c'était ce mardi entre l'ambassadeur du Japon et le président de l'ONG Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé. Le montant du don s'élève à près de 42 millions de francs CFA. Mariam Kone et Gaussou Achtouri. À Bamako, les eaux des cours d'eau et les canaux d'évacuation des eaux de pluie servent très souvent de récepteurs aux eaux usées de teinture, mais également à d'autres déchets solides. Toute chose qui favorise la pollution de l'environnement. Et pour faire face à cette situation, l'ambassade du Japon apporte son aide à la population de la commune 5 à travers la signature de ce contrat de don relatif au financement du projet d'aménagement du site de teinture dans la commune 5 du district de Bamako. La considération environnementale et aussi améliorer la condition de travail pour les femmes sont très importants et c'est dans notre but de la coopération en général et en particulier au Mali. Et nous pensons que ces mini-projets, micro-projets pourraient vraiment accompagner la population ici à Bamako, mais aussi dans d'autres communautés. D'un montant global de 42 millions de francs CFA, ce projet est initié par l'ONG KS, Convergence d'Action pour l'Environnement et la Santé en faveur de l'association Sikida Lakana. Sa réalisation permettra d'aménager le site de teinture, de le doter d'un système d'évacuation et de traitement des eaux usées, des magasins de stockage, des matériels, entre autres.
Ce n'est pas la première fois que l'ambassade accompagne l'ONG KS dans ses activités de l'environnement. Nous venons de faire juste un autre truc avec la mairie de la commune 5. Ça, c'était par rapport au dépôt de Badalabou. Ils m'ont accompagné encore à construire des classes à Sebenikoro. À travers ce don du Japon, c'est l'ensemble des populations de la commune 5, soit près d'1 million d'habitants, qui devraient bénéficier d'un cadre de vie sain. Et à la COP16 à Riyad, en Arabie Saoudite, la délégation malienne multiplie les initiatives pour défendre les enjeux de restauration des terres au Sahel. Entre partenariats stratégiques, panels de haut niveau et ateliers interactifs, le Mali se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre la désertification. Envoyés spéciaux à Riyad, Aguibou Koulibaly et Abou Koni. Lancé en 2024 avec des engagements pris lors de la COP16 sur la désertification, le projet de restauration des terres dégradées au Mali, PRTD Mali, s'inscrit dans une vision ambitieuse de restaurer 400 000 hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, dans le cadre des partages d'expériences, la Banque mondiale avait organisé ces panels de haut niveau. Aujourd'hui, dans le cadre de la 16e COP sur la désertification, ce panel a été l'occasion pour nous, Mali, de faire le point de la mise en œuvre de notre initiative, le projet de restauration des terres dégradées, de partager des expériences sur les alliances productives que nous sommes en train de développer dans le cadre du développement des produits forestiers non lignés et dans le cadre du développement durable des produits de la pêche. En moins de 10 mois, le PRTD Mali a enregistré des avancées majeures dans plusieurs localités du Mali. On a évoqué le cas du Mali, notamment les mécanismes ancestraux qui existaient pour gérer les conflits, les efforts de l'actuel gouvernement et impulsés par le leadership de nos plus hautes autorités, notamment le président de la transition, pour consolider la paix, gérer durablement les terres dans le cadre du centre du Mopti. Cependant, la demande croissante de financement pour des sous-projets communautaires dépasse les prévisions initiales. Face à cet engouement, un financement supplémentaire et une extension du projet à d'autres zones du Mali s'avèrent indispensables. Par rapport à cette COP16, les enjeux, c'est surtout les échanges d'expériences avec les autres parties du monde qui ont réussi à faire quelque chose dans ce sens-là. Donc aussi, nous on a parlé de notre expérience. Chez nous, il y a un engouement par rapport à cette restauration des terres. Les alliances productives, dans le cadre des projets forestiers non ligneux et de la pêche, je pense que vous êtes le coordinateur à donner dans la salle. Les engouements qu'il y a, plus de 300% des demandes reçues par rapport à un financement insuffisant. Donc, ça pose le problème d'avoir des financements complémentaires pour satisfaire les populations, pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés par le programme. Le PRTD Mali ne se contente pas d'être un projet environnemental. C'est un moteur de transformation sociale et économique pour le Mali et le Sahel. COP16 toujours, le Sahel voit ses terres arides se dégrader à un rythme alarmant. Face à cette urgence, le projet de restauration des terres dégradées au Mali, soutenu par la Banque mondiale, ouvre une nouvelle voie. Cette initiative illustre qu'un avenir durable est possible, même dans les conditions les plus extrêmes. Et nous restons avec nos envoyés spéciaux. Le début de la deuxième semaine de la COP16 sur la lutte contre la désertification à Riyad a été marqué par d'intenses mobilisations de la délégation malienne. Elle a œuvré à renforcer la coopération régionale face aux défis climatiques du Sahel. Lors d'une rencontre avec le colonel Maïzama Abdoulaye, ministre nigérien de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, les discussions ont porté sur la gestion des ressources hydriques et forestières dans un contexte de changement climatique, soulignant l'importance d'alliances transfrontalières pour lutter contre la dégradation des terres. Dans notre pays, comme vous le savez, un pays du Sahel, face surtout aux caprices des changements climatiques. Tantôt il pleut ou il ne pleut pas, et quand vous prenez pour la campagne passée, tous nos États d'ailleurs, le Mali comme le Burkina et le Niger étaient confrontés à des pluies diluviennes. Ce qui affirme, et d'ailleurs à telle enseigne, qui justifie que
Cette cause des changements et variabilité climatique est une réalité, mais la lutte, quand elle est commune, je pense qu'il y a des questions transfrontalières à ce niveau auxquelles nous devrons donner des réponses ensemble. Par ailleurs, Madame la directrice générale des eaux et forêts a participé à un panel de haut niveau consacré au rôle clé de la gouvernance foncière dans la restauration des terres dégradées. Ce panel s'est focalisé sur des initiatives exemplaires de reforestation et de résilience communautaire. La délégation malienne a également assisté à un panel interactif organisé par l'ONG Fresques de la désertification. Comme il y a plusieurs fresques, mais la fresque de la désertification, ça fait partie des dernières lieux. Donc nous, la COP de la désertification, c'est une bonne occasion pour nous de venir présenter cette fresque-là qui a été lancée l'année dernière, et puis de permettre de sensibiliser le maximum de personnes donc pour aller vers ces jeux-là qui peuvent être adaptés aux enfants, aux adultes et à tout le monde. Cet exercice pédagogique basé sur l'intelligence collective a permis aux membres de la délégation malienne de mieux comprendre les causes de la désertification et d'explorer les solutions applicables à l'échelle nationale. Ils ont salué cette approche innovante qui allie éducation et action concrète. Retour au pays, rendons-nous à Ségou pour parler de cette rencontre des experts nationaux et internationaux autour du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des zones et populations en sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 2024-2025. Ils ont mis 6 jours à profit pour sortir un document provisoire reflétant le niveau de vulnérabilité des populations. Honoré Tcheno. Après 6 jours d'analyse et de réflexion sur les données relatives à l'insécurité alimentaire, des experts nationaux et internationaux sont parvenus à faire une évaluation provisoire de l'état de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Mali, campagne 2024-2025. C'est à travers ce cadre harmonisé qu'on a les différents cercles, les différentes zones du Mali qui sont en insécurité alimentaire, mais aussi les populations qui sont en insécurité alimentaire du Mali. Et c'est à partir de là qu'on peut bâtir le plan national de réponse. Des pistes d'intervention sont dégagées pour permettre au système d'alerte précoce de soutenir les populations vulnérables au titre de la campagne alimentaire et nutritionnelle 2024-2025. Les résultats provisoires atteints par l'atelier font état de 1 470 114 personnes en insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire de phase 3 à pire, sur la période projetée de juillet à septembre 2025. C'est autant de personnes qui auront besoin d'assistance alimentaire pendant cette période de soudure, la période de soudure prochaine. Ces chiffres restent provisoires en attendant la validation au niveau des SILS. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer les capacités nationales et locales, fournir des données de qualité et appuyer les interventions humanitaires et de développement à travers des analyses précises et rigoureuses. Le présent cadre s'est tenu avec la participation des États du SILS et de l'appui de la FAO et du PAM. Vous le savez certainement, au mois de novembre dernier, à Tlonkoumbe, dans la région de Nioro du Sahel, un conflit entre des communautés a fait malheureusement des morts d'hommes. Une mission de médiation de l'association Tapital Poulakou, de l'association culturelle Soniké et de l'équipe de réconciliation vient de séjourner à Nioro du Sahel, où elle a rencontré les parties en conflit, et c'est pour réconcilier bien évidemment les communautés pour éviter d'autres affrontements. Moussa Diakité. Le 28 novembre dernier, un conflit avait opposé 2 familles dans le village de Tlonkoumbe, dans la commune du même nom. Malheureusement, l'affrontement avait fait 4 morts, des blessés graves et un important dégât matériel, occasionnant ainsi plusieurs arrestations. Pour réconcilier les 2 parties en conflit et amener un climat d'apaisement, de paix et de vivre ensemble dans la zone, une mission de médiation composée des responsables de l'association culturelle Soniké, de l'association Tapital Poulakou Mali et de l'équipe régionale de réconciliation EAR, appuyée par le ministère de la Réconciliation nationale, s'est rendue week-end dernier sur le terrain. La mission a d'abord rencontré le gouverneur de la région, le général de brigade Ali Anadji, pour situer la démarche dans son contexte et pour discuter des voies et moyens permettant la bonne gestion de la crise. Sur le terrain, les missionnaires se sont entretenus avec les autorités traditionnelles et religieuses du village avant d'échanger avec les camps en conflit. Après 4 heures de débats souvent tendus mais francs, les idées ont fondu dans un même creuset et les 2 parties s'engagent à maintenir la paix et à enterrer la hache de guerre. Bien qu'une communauté soit sonnée que l'autre soit
Peul, l'incident est strictement entre des familles, pas entre des communautés. Il faut qu'ils comprennent ça comme ça. C'est comme ça qu'ils l'ont compris, c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit et c'est comme ça qu'on a trouvé. La preuve est qu'aujourd'hui, on a tout le monde mobilisé ici. Les Peuls ont parlé Soninké, les Soninké ont parlé Peul. Et Dieu merci, nous comprenons que ça peut aller pour tout le monde. J'étais content que nous ayons fait le déplacement jusqu'à eux. Ils s'en remettent aux autorités. C'est douloureux, vraiment douloureux quand on enregistre des morts. Mais ils ont versé cela par un fait de Dieu. La paix est revenue et nous nous en réjouissons. Cultivons la tolérance, cultivons la parenté qui nous unit, cultivons le bon voisinage et le bon vivre ensemble. Actualité AS, première escale Burkina Faso, où le président de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé au peuple burkinabé et de l'AS à l'occasion de la fête anniversaire de Burkina. Les acquis, les défis de la Confédération des États du Sahel sont au cœur des priorités. Écoutons donc un extrait de son intervention au micro de nos confrères de la RTB. Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permettent aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Le chef de l'État du Burkina Faso, chef suprême des forces armées nationales, a également échangé avec les unités combattantes du détachement de Barsalogo dans le centre-nord. Cette visite a permis au chef de l'État d'apprécier le travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de cette zone. Le point de la visite avec Nyarkiteda. Barsalogo, la commune debout contre vents et marées, accueille ce 10 décembre le président du Faso. Le chef suprême des forces armées nationales effectue la visite par la route et communique sur place avec les populations. Ok, ça va bien. Toutes les couches sociales y sont pour témoigner la gratitude de toute la localité au président du Faso. Le message que j'ai, c'est la joie de toute la population. Nous remercions le président du Faso qui est venu jusqu'ici pour nous rendre visite. Cela nous réconforte et nous va droit au cœur. Je prie pour l'entente, la cohésion,
l'union, le pardon pour un vivre ensemble. Les populations y sont toujours, grâce à la ténacité des hommes qui ont su relever les défis et continuent de garder les positions intactes. On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Pour le président, la population compte sur ses FDS et il leur appartient de maintenir le flambeau afin de demeurer le rempart infranchissable. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. Sur la route du retour, le président du Faso salue également les éléments du détachement de Gabou, engagés dans une zone compliquée, mais relève les défis avec vaillance. Au détachement, tout en rappelant le sacrifice consenti par le peuple pour équiper l'armée, le chef suprême des forces armées nationales réitère son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des combattants. Et au Niger, en marge de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, les membres du gouvernement ont effectué une visite au niveau des différents stands de l'exposition et ils ont été émerveillés par la qualité des denrées. Reportage Assimi Abdoulaye et Hassan Moussa. La 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, est un véritable cadre d'échange, d'expérience à travers des expositions des produits innovants, témoignant de la recherche de l'excellence des artisans du Niger et ceux de la sous-région. Un cadre de retrouvailles et de créativité artisanale visité ce matin par des membres du gouvernement. C'est une réussite inoubliable pour nous et nous découvrons également beaucoup de variétés dans nos locaux, produits par nos propres serfs, nos propres mamans, nos propres sahéliens en général et du Togo. Je pense que c'est une bonne chose. Nous encourageons tous ces producteurs, tous ces artisans femmes à aller de l'avant. L'objectif, c'est de surtout montrer la fraternité qui règne au sein des membres du gouvernement du Niger. Nous retrouvons. C'est pour montrer un peu toute la synergie que nous avons entre ces pays de l'AES et aussi les cultures que nous partageons parce que nous formons un même et un seul pays. Le ministre de la Communication a encouragé les artisans et les représentants du secteur de la transformation agroalimentaire de partager les expériences pour une meilleure intégration des communautés et des pays participants à cette 13e édition du SAFEM. Page noire de cette édition, le professeur Issa Ndiaye nous a quittés le 30 novembre dernier. Ses obsèques ont eu lieu ce mardi à Faladje. Ils étaient nombreux, parents, amis et collaborateurs, à rendre un dernier hommage à ce haut cadre de l'administration malienne. Reportage d'Aouda Koni. Le désormais fait professeur Issa Ndiaye vient d'être accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Faladje. Ils étaient nombreux à venir rendre un dernier hommage à feu professeur Issa Ndiaye, arraché par la faucheuse le samedi 30 novembre 2024 dans un hôpital en France à l'âge de 76 ans. Professeur Ndiaye n'était pas seulement un éminent philosophe, il était un fervent défenseur de la justice et un ardent combattant contre la mauvaise gouvernance. De toutes les luttes qu'il a menées, son engagement indéfectible pour un monde meilleur a marqué les générations. Avec une voix forte et une passion ardente, il a su éveiller les consciences et galvaniser les esprits, prouvant que la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, mais un outil puissant pour le changement social. Il a été un humaniste convaincu et un ardent acteur du changement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Professeur Issa Ndiaye, je voudrais dire solennellement que vous n'êtes pas mort. Vos œuvres, vos productions scientifiques,
qui sont d'une variété infinie, serviront toujours des millions de générations à travers le Mali, l'Afrique. Ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre de la Culture et membre de plusieurs commissions scientifiques au Mali, en Europe et aux États-Unis, il fut contrôleur général d'État. Ses camarades sous le choc retiennent de lui un collaborateur loyal. Issa Ndiaye, je l'ai connu en 1991, alors ministre de l'Éducation. Il a fait appel à mes services pour l'aider dans le domaine de la communication. Au cours de notre travail en commun, j'ai vu un homme d'une intégrité, j'aurais dit quelque part même à toute épreuve. Et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dite un jour au cours de nos échanges. Il m'a dit, Daouda, je te dis de faire comme une bréviaire cette citation-là et de l'incarner dans tes actions de tous les jours. Mieux vaut mourir dans la vérité que de vivre dans le mensonge. Voilà quelque chose qui m'a profondément marqué. Cela, quand je l'ai écouté, je ne l'ai pas écouté seulement que de mon oreille, mais je l'ai écouté aussi avec mon cœur. Parce que tout le temps que nous avons eu à travailler ensemble, j'ai constaté que ce qu'il me disait ainsi, il le traduisait dans son comportement de tous les jours. Feu professeur Issa Ndiaye s'en va, laissant derrière lui des parents et plusieurs anciens collaborateurs inconsolables, et le Mali perd beaucoup car il était parmi les combattants pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Que son âme repose en paix. Amen. Et c'est la fin de cette édition et la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous demain 13h pour un autre point de l'actualité avec Bemba Sibi. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour la grande édition. D'ici là, pensez à vous et aux autres et retenez ce conseil de nos grands-pères. Gardons toujours notre visage tourné vers le ciel et les ombres tomberont derrière nous. Bonne fin de soirée à tous.